La facture de Prestige Auto Repair était nette et implacable dans mes mains, le genre de papier épais et coûteux dont on sait qu'il annonce de mauvaises nouvelles avant même de le lire. Le total, imprimé en caractères gras et austères en bas à droite, était de 3 217,54 $. C'était pour le coupé blanc nacré de Sophia, celui que mes parents lui avaient acheté pour son 25e anniversaire, un monument de 45 000 $ à leur affection. La voix de ma mère résonnait dans mon esprit. Souvenir de notre appel téléphonique 2 jours plus tôt, son ton aussi léger et désinvolte que si elle me demandait d'aller chercher du lait. C'était juste plus simple de leur donner ton adresse, ma chérie, avait gazouillé Eleanor, ignorant complètement toute question sur mon consentement. Tu es tellement meilleure pour gérer ce genre de choses. Occupe-t'en pour nous, d'accord? Ce n'était pas une demande. C'était une directive enveloppée dans un éloge fragile. Pendant un long moment, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti une douleur sourde et familière, le poids de 2 décennies passées à être la gestionnaire, désignée de la famille. Cette facture n'était pas seulement pour un joint de culasse grillé. C'était la facture pour une vie entière passée à être la fille pratique, abordable et infiniment fiable, et j'avais soudainement et enfin fini de payer. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Cette simple feuille de papier dans ma main semblait plus lourde que son poids en or, un lien tangible avec un souvenir que j'avais tenté d'enterrer pendant plus d'une décennie. L'odeur de l'encre et le pli net du papier me transportèrent dans notre cuisine exiguë, le linoléum froid sous mes pieds nus, ma lettre d'acceptation à l'université serrée dans ma paume moite. J'avais 18 ans, au seuil de toute ma vie, et tout ce dont j'avais besoin était un pont pour y parvenir. J'avais économisé près de 3 000 $ grâce à mon travail à temps partiel au restaurant, une petite fortune en pourboire et en salaire minimum, mais ce n'était pas tout à fait suffisant pour couvrir les frais de scolarité et les livres de la première année à l'université d'État. J'avais répété mon discours pendant des jours, créant des feuilles de calcul pour montrer comment je les rembourserais, comment j'aurais 2 emplois tout en étudiant, comment ces 5 000 $ n'étaient pas un cadeau, mais un investissement dans un avenir que je voulais désespérément construire. J'ai présenté mon cas non pas comme une fille, mais comme une candidate à un financement, parce que je savais déjà que c'était le seul langage que ma mère comprenait. J'ai terminé ma plaidoirie, la voix tremblante d'un mélange d'espoir et de peur, et je l'ai regardée de l'autre côté de la table en chaîne. Eleanor n'a même pas levé les yeux de sa lime à ongles. Elle souffla doucement sur la nouvelle couche de vernis rose pâle, un petit souffle dédaigneux qui semblait emporter tous mes rêves avec lui. « On ne peut pas se te permettre, Clara, » dit-elle, des mots aussi secs et définitifs qu'une porte qui claque. « Il va falloir que tu sois pratique. Ce n'est pas le refus de l'argent qui m'a anéanti. C'est la formulation. Je n'étais pas un investissement. J'étais une ligne de dépenses qu'il ne pouvait en justifier. J'étais un luxe inabordable. Le mot « pratique » est devenu ma marque, ma cage. Être pratique signifiait contracter des prêts étudiants que je rembourserais pendant 15 ans. Cela signifiait travailler 30 heures par semaine pendant que mes camarades de classe rejoignaient des groupes d'études. Cela signifiait survivre avec des nouilles instantanées et la gentillesse de mes colocataires. La vraie piqûre, la blessure qui s'est infectée et n'a jamais vraiment guéri, est survenue moins de 2 semaines plus tard. Je suis entrée dans le salon pour trouver Sophia en train de tournoyer devant la cheminée, enveloppée dans un nuage de satin émeraude, chatoyant et de sequins cousument. C'était une robe de concours faite sur mesure, une chose frivole et magnifique conçue pour une seule nuit de parade sur une scène. Mon père rayonnait, appareil photo à la main, et ma mère applaudissait, ses yeux brillants d'une fierté que je n'avais jamais vue dirigée vers moi.
Le coût, que Sophia annonça avec un cri de joie, était de 1 500 $. Il n'était alors plus question de pragmatisme. Il n'était plus question de moyens. Cet argent était un investissement dans le potentiel de Sophia, dans son rêve éphémère d'une couronne en plastique. Mon rêve d'un diplôme, d'une carrière, d'une vie différente était simplement une dépense qu'il ne pouvait pas se permettre. En tenant la facture de réparation de la voiture maintenant, j'ai vu les deux moments se fondre en un seul. Les 1 500 $ pour la robe, les 45 000 $ pour la voiture et la facture de 3 217 $ et 54 cents qu'il s'attendait à ce que je paie n'étaient que des devises différentes pour la même transaction. Ma valeur étant encaissée pour subventionner celle de ma sœur. Les mots de ma mère d'il y a toutes ces années résonnèrent, mais cette fois, ils sonnaient différemment. Non pas comme un jugement, mais comme un défi que j'étais enfin prête à relever. La robe de concours n'était pas un incident isolé. C'était la pierre angulaire d'un monument à la disparité, construit brique par brique tout au long de nos vies. Mes souvenirs d'enfance sont une étude de contraste, un effacement silencieux de mes besoins en faveur des désirs de ma sœur. Sophia faisait du ballet. Pas seulement un cours du samedi au centre communautaire local, mais un engagement sérieux et coûteux avec un instructeur russe sévère, une garde-robe de juste au corps dans toutes les nuances pastel et des chaussons de pointe qui étaient remplacés tous les quelques mois. C'était, expliquait ma mère à quiconque voulait bien l'entendre, une dépense essentielle pour son maintien et son développement. Ma passion, c'était les livres. J'aurais vécu à la bibliothèque publique si j'avais pu, perdu dans l'odeur du vieux papier et de la poussière. Mes demandes concernaient un nouveau livre relié d'un auteur préféré ou une sortie à la librairie de la ville, des demandes qui étaient presque toujours accueillies par un « Nous avons une très bonne carte de bibliothèque, Clara, sois pratique ». Son développement était un investissement, mon passe-temps était une affaire bon marché et autogérée. C'était la même chose avec les vêtements. La virée shopping annuelle du premier jour d'école était un rituel entièrement centré sur Sophia. Elle revenait chargée de sacs d'Abercrombie and Fitch et de Gap, les marques à la mode qui comptaient dans la hiérarchie sociale brutale du collège. Ma garde-robe était une pensée après coup, composée de ces motifs floraux délavés trop petits pour elle et de jeans usés aux genoux. On s'attendait à ce que je sois reconnaissante. Une année, après des mois de babysitting, j'ai économisé 80 $ et je me suis acheté un seul, magnifique pull de marque. C'était la première chose vraiment neuve et non essentielle que j'avais jamais possédée. Sophia me l'a emprunté sans demander une semaine plus tard et est rentrée avec un accroc massif et irréparable sur le devant. Quand j'ai pleuré, ma mère a soupiré d'exaspération. « Ne sois pas si dramatique, Clara. Ce n'est qu'un pull. Sophia se sent très mal. » Sophia, pour sa part, n'avait pas l'air mal du tout. Elle avait l'air agacée que je l'aie remarqué. Cette logique s'étendait à notre éducation et à nos expériences. Lorsque notre lycée a proposé un voyage d'histoire à Washington, D.C., un circuit en bus de 4 jours qui coûtait 450 $, on m'a dit que si je voulais y aller, je devrais le financer moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu des barres chocolatées, j'ai participé à chaque lavage de voiture de l'école, et j'ai économisé chaque dollar de mon argent de poche pour le déjeuner pendant 3 mois, en mangeant des sandwichs au beurre de cacahuètes que je préparais à la maison. La contribution de mes parents a été de signer l'autorisation. Quand je suis revenue, pleine d'histoires sur les monuments et les musées, ma mère m'a gratifiée d'un « c'est bien, ma chérie » distrait, avant de me demander de l'aider avec la lessive. 2 ans plus tard, pour la remise de diplôme de Sophia, ils lui ont offert un tour de l'Europe de 3 semaines. Londres, Paris, Rome. Ils ont organisé une grande fête pour célébrer l'événement. Le voyage étant présenté comme une éducation culturelle essentielle pour une jeune femme,
sur le point d'entrer dans le monde. On s'attendait à ce que j'aide à servir les boissons et que je souris. C'était un récit qui s'est durci avec le temps. J'étais la responsable, la pratique, celle qui pouvait gérer les choses. C'était censé sonner comme un compliment, mais ce n'en était pas un. C'était une excuse. Cela signifiait que mes besoins étaient ma propre responsabilité, tandis que ceux de Sophia étaient celles de la famille. Cela signifiait qu'on attendait de moi que je sois une adulte autonome dès l'âge de 12 ans, tandis qu'elle était autorisée à une enfance indéfinie. Ma compétence n'était pas une source de fierté pour eux, c'était une commodité. En tenant cette facture de 3 217,54 $, j'ai réalisé que j'avais été piégée non pas dans un rôle, mais dans une cage qu'ils avaient fabriquée, une cage de compétences qu'ils avaient verrouillée de l'extérieur. On aurait pu espérer que l'âge adulte, avec son indépendance inhérente, dissoudrait ces rôles enracinés, mais il n'a fait que les couler dans le béton. Les étiquettes qu'ils nous avaient données sont devenues des prophéties autoréalisatrices qu'ils s'efforçaient activement de faire respecter. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, je l'ai fait avec mention, une distinction que j'avais gagnée le soir et le week-end, en bachotant mes manuels entre deux services comme serveuse et assistante de bibliothèque. Le jour où j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle, la réponse de ma mère a été un placide. « Oh, c'est merveilleux, ma chérie. Nous avons toujours su que tu étais une grande travailleuse. » Il n'y a eu aucune célébration, aucune fierté débordante, juste une reconnaissance polie, comme si j'avais accompli une corvée avec succès. Quelques années plus tard, lorsque j'ai décroché mon premier véritable emploi de carrière en tant qu'analyste financière junior, j'étais aux anges. C'était l'aboutissement de tout ce pourquoi je m'étais battue. Je leur ai annoncé lors d'un dîner dominical et mon père a hoché lentement la tête et a dit « Bien pour toi, Clara, un salaire stable est une chose sensée. » La conversation a ensuite immédiatement basculé sur Sophia, qui venait de terminer un atelier de poterie de 2 jours et pensait, peut-être, vendre certaines de ses créations sur Etsy. Cette idée fragile a été décortiquée et louée pendant les 20 minutes suivantes comme une entreprise courageuse et entrepreneuriale. Le symbole ultime de mon autosuffisance est arrivé quand j'avais 27 ans. Après des années d'épargne, agressive et de vie dans un minuscule studio, j'ai acheté mon propre appartement. Il était petit, mais il était à moi, un témoignage de ma discipline et de ma prévoyance. Quand j'ai fait visiter à mes parents, ma mère a inspecté le salon et a dit « C'est très pratique, n'est-ce pas? Un peu loin de nous, cependant. » La fierté que je ressentais s'est transformée en une résignation familière. Pendant ce temps, Sophia a dérivé à travers sa vingtaine dans un état de médiocrité subventionnée. Elle a enchaîné une série d'emplois de débutante, réceptionniste, assistante de vente, promeneuse de chiens, ne restant jamais nulle part plus de 6 mois. Pourtant, chaque nouvelle passion était accueillie par un dîner familial dans un restaurant haut de gamme pour célébrer son parcours de découverte. Mes parents payaient la moitié du loyer de son appartement branché en centre-ville, une dépense qu'ils justifiaient en disant qu'elle avait besoin d'être dans un quartier sûr et dynamique pour se trouver ses marques. C'est mon mari, Mark, qui a finalement mis un nom sur la dynamique étouffante que j'avais appris à accepter comme normale. Il était un étranger, un homme issu d'une famille aimante et bruyante où les réussites, grandes ou petites, étaient criées sur tous les toits. Après un dîner particulièrement exaspérant célébrant la décision de Sophia de lancer un blog sur le style de vie, Mark s'est assis avec moi dans la voiture, les mains serrées sur le volant. « Ce n'est pas qu'ils sont juste fiers d'elle, Clara, » a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. « C'est qu'ils refusent d'être fiers de toi. Ton succès est un inconvénient pour leur récit. Tu étais censée être celle qui ne leur coûtait rien, et tu as rempli ce rôle si parfaitement qu'ils ne peuvent même pas voir ce que tu as construit. » Il avait raison.
Mon indépendance n'était pas un exploit à leurs yeux. C'était simplement moi qui tenais ma part d'un marché que je n'avais jamais accepté. Mon côté pratique était devenu ma prison, les libérant pour verser toutes leurs ressources financières, émotionnelles et festives dans la rêveuse désignée. Les mots de Mark étaient une clé, tournant la serrure d'une porte derrière laquelle je ne savais même pas que j'étais. L'apogée de leur affection asymétrique, le grand prix d'un concours dont je ne savais même pas que je le perdais, est arrivé pour le 25e anniversaire de Sophia. Ce n'était pas seulement une voiture, c'était une déclaration. Une Audi coupée flambant neuve, blanc nacré, une machine qui coûtait plus que la totalité de mes 4 années d'études universitaires, y compris les prêts que je remboursais encore assidûment. Je l'ai vue pour la première fois sur les réseaux sociaux, où ma mère avait posté une photo professionnellement éclairée de Sophia appuyée contre le capot, un gigantesque nœud, rouge fixé sur le toit. La légende était une leçon de maître en matière d'auto-félicitation parentale. Notre belle Sophia, 25 ans et épanouie, un petit quelque chose pour l'aider dans son parcours. Nous sommes si infiniment fiers de la femme que tu deviens. Audi, joyeux anniversaire. Béni. La section des commentaires était un flot flagorneur de louanges pour la générosité de mes parents, avec des amis et des parents éloignés les félicitant d'être si encourageants. J'ai ressenti une vague de nausées. Épanoui était un terme généreux pour quelqu'un dont la principale source de revenus était un chèque bimensuel de ses parents. La célébration officielle était une réception avec traiteur dans le jardin de mes parents. Un événement moins axé sur Sophia que sur la mise en valeur de la magnanimité de mes parents. Mon père se promenait en rayonnant, faisant teinter le double des clés dans sa poche, expliquant la puissance et les caractéristiques de sécurité de la voiture à tout parent masculin qui voulait bien l'écouter. Ma mère flottait à travers la foule, acceptant les compliments avec une humilité étudiée. Je l'ai entendue parler à ma tante Susan, sa voix portant à travers la pelouse manucurée. « Oh, c'est beaucoup, je sais, » dit-elle avec un geste dédaigneux de la main. Mais elle avait juste besoin d'une voiture fiable, tu sais, quelque chose de sûr. Et honnêtement, c'était plus pour lui donner un petit coup de pouce à sa confiance. C'est dur pour ces jeunes de nos jours. La justification était si exaspérante, si totalement détachée de la réalité, que j'ai dû me détourner physiquement. La fiabilité aurait pu être achetée pour 15 000 $. Cette machine de 45 000 $ n'était pas une question de fiabilité, c'était un symbole de statut, une déclaration que Sophia était une personne dans laquelle il valait la peine d'investir, quelqu'un qui méritait d'être vu dans un véhicule de luxe. J'ai passé la fête piégée dans une performance de bonheur fin, un sourire plaqué sur mon visage qui semblait sur le point de me fissurer la mâchoire. J'ai serré Sophia dans mes bras, lui disant que la voiture était magnifique. Je l'ai écoutée s'extasier sur l'intérieur en cuir et le système audio. Chaque mot de louange que je prononçais me semblait être une trahison de cette jeune fille de 18 ans dans la cuisine, celle à qui on avait dit qu'elle était une dépense inabordable. Quand est venu le moment de couper le gâteau, une monstruosité à plusieurs étages en forme de logo Audi, ma mère a insisté pour une photo de nous trois ensemble devant la voiture. Debout là, coincé entre ma mère rayonnante et ma sœur extatique, le métal froid de la voiture pressé contre mon dos, j'ai ressenti une aliénation si profonde qu'elle en était presque physique. J'étais sur la photo, mais je ne faisais pas partie de l'histoire qu'ils racontaient. Je n'étais qu'un accessoire, l'arrière-plan sobre et sombre sur lequel leur générosité brillante et étincelante pouvait vraiment resplendir. Cette voiture n'était pas un cadeau pour Sophia, c'était un trophée pour mes parents, et j'étais le prix silencieux et non reconnu qu'ils avaient payé pour l'acquérir. La faveur inévitable, comme j'avais inconsciemment fini par les appeler, n'est pas arrivée avec une tape polie, mais avec une sonnerie frénétique et perçante qui a brisé le calme de mon bureau à domicile. C'était un mardi après-midi et j'étais plongée dans une feuille de calcul
à rapprocher des rapports trimestriels, une tâche qui exigeait de la concentration, de la précision et le genre d'attention méticuleuse aux détails que ma famille avait toujours pris pour un passe-temps plutôt qu'une compétence professionnelle durement acquise. L'identifiant de l'appelant affichait Sophia, et j'ai senti un soupir préventif familier monter dans ma poitrine. J'ai cliqué sur le bouton du haut-parleur. Clara? Sa voix était un cri aigu de pure panique, mêlé de larmes théâtrales. Oh mon Dieu, Clara, il faut que tu m'aides. Il y a un problème avec la voiture. J'ai pivoté sur ma chaise, les chiffres sur mon écran devenant flous. Calme-toi, Soph. Où es-tu? Ai-je demandé, ma voix adoptant déjà le ton calme et autoritaire que je réservais à ces urgences. Je suis sur le bord de l'autoroute, la grande après le centre commercial, gémit-elle. Elle a commencé à faire cet horrible bruit de cognement, et puis de la fumée a commencé à sortir de l'avant. Je vais mourir. J'ai résisté à l'envie de lui faire remarquer qu'elle était, en fait, assez vivante pour m'appeler. D'accord, range-toi sur le côté autant que tu peux et mets tes feux de détresse. Je vais appeler une dépanneuse. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'elle commence à faire du bruit? Il y eut une brève pause, une petite hésitation qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Rien. Je conduisais juste, j'écoutais de la musique, et elle a juste cassé. Y avait-il des voyants d'avertissement sur le tableau de bord? Ai-je insisté, connaissant déjà la réponse. Eh bien, a-t-elle hésité, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Il y avait cette petite lumière orange allumée, mais elle était allumée depuis, genre, une semaine. On aurait dit une petite théière avec une goutte qui en sortait. Comment étais-je censé savoir que c'était important? Le voyant de pression d'huile. Elle avait ignoré pendant une semaine le seul avertissement critique qu'une voiture peut donner. La négligence pure et stupéfiante de la chose m'a presque fait rire. Ce n'était pas un accident, c'était une conclusion inévitable. Tu ne peux pas le dire à maman et papa, a-t-elle plaidé, sa voix maintenant épaisse de la peur réelle des conséquences, pas du danger. Ils vont me tuer. Ils seront tellement déçus. S'il te plaît, Clara, tu es la seule qui sait comment gérer ce genre de choses. Tu es si douée pour l'organisation. Juste, tu peux réparer ça? Quos aya. Voilà. L'appel à ma compétence, mon couronnement familier en tant que réparatrice de la famille. Ce n'était pas un compliment. C'était une délégation de responsabilité. Elle ne demandait pas de l'aide, elle externalisait le problème. Piégée par des années de conditionnement, j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tiré un nouveau bloc-notes vers moi et je suis devenue la chef de projet de sa dernière catastrophe. J'ai obtenu sa position, trouvé un service de remorquage très bien noté, puis j'ai passé l'heure suivante à rechercher des ateliers de réparation Audi agréés, sachant qu'un concessionnaire facturerait trop cher et qu'un mécanicien généraliste pourrait ne pas avoir la bonne expertise. J'ai coordonné le remorquage, parlé avec le responsable de l'accueil au garage et organisé un Uber pour ramener Sophia à la maison. Je m'en suis occupée. Et alors que je raccrochais le téléphone après avoir confirmé que la voiture avait été livrée en toute sécurité aux spécialistes, une peur froide s'est installée dans mon estomac. J'avais géré la logistique, mais les retombées financières étaient un nuage d'orage se dirigeant droit vers ma porte d'entrée. Sophia, dans son soulagement, avait dit « Tu me sauves la vie, Clara. Je t'en dois une. » Mais nous savions toutes les deux que ces dettes n'étaient jamais destinées à être recouvrées. L'appel de ma mère est arrivé 2 jours plus tard, juste au moment où un fragile sentiment de normalité commençait à revenir. L'atelier de réparation m'avait appelé plus tôt avec un diagnostic préliminaire. Des dommages importants au moteur dus à un manque d'huile, comme je l'avais soupçonné, et j'avais transmis les détails techniques à Sophia en termes simples qu'elle pourrait comprendre. J'avais fait ma part, géré la crise, et je me préparais maintenant à rendre le problème et sa facture imminente et salée
à ses propriétaires légitimes. Alors, quand le nom d'Eleanor s'est allumé sur mon téléphone, j'ai répondu avec un sentiment de finalité lasse, m'attendant à la mettre au courant de la situation et à fournir le numéro de téléphone du garage pour qu'elle et mon père puissent s'arranger pour le paiement. J'étais, comme d'habitude, désespérément naïve. Clara, salut ma chérie. Sa voix était une mélodie enjouée et joyeuse, totalement dépourvue du stress que l'on pourrait associer à une voiture de luxe presque neuve, ayant une panne de moteur catastrophique. J'étais juste au téléphone avec ce charmant homme, David, de l'atelier que tu as trouvé. Un jeune homme si gentil et professionnel. Tu trouves toujours les meilleures personnes. J'ai ressenti une petite et stupide lueur de fierté avant qu'elle ne continue. Quoi qu'il en soit, il demandait où envoyer la facture finale une fois les travaux terminés, et je lui ai simplement donné ton adresse. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, si désinvoltes et pourtant si monstrueux dans leur implication que pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. C'est juste plus simple comme ça, ma chérie, a-t-elle poursuivi, comblant le silence avec sa logique dévastatrice et irréfléchie. Ton père et moi, on est tellement dépassés par toute cette paperasse, et tu es si doué pour ces choses, tous ces chiffres et ces détails. C'est mieux d'avoir tout au même endroit. L'éloge était une fine couche sucrée sur une pilule amère d'attente. Elle ne complimentait pas mes compétences organisationnelles, elle les retournait contre moi. Elle présentait ma compétence comme le moyen le plus pratique pour elle de se décharger de toute responsabilité. Le coup de grâce est venu avec un soupir joyeux et conclusif. Alors, occupe-t'en pour nous, d'accord? Ça nous enlèverait un tel poids des épaules. Et puis elle a changé de sujet, sans reprendre son souffle, pour me demander mes projets pour le week-end. J'ai marmonné quelque chose de vague, l'esprit en ébullition. Elle ne m'avait pas remercié d'avoir sauvé sa fille hystérique du bord d'une autoroute. Elle n'avait pas posé de questions sur le coût potentiel ou la gravité des dommages. Elle avait simplement appelé pour m'informer qu'elle m'avait assigné une dette à 5 chiffres. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé le mur de mon bureau, les diplômes et certifications encadrées que j'avais obtenus, la preuve physique d'une vie que j'avais construite à partir de rien. Toute ma vie, être douée pour ces choses signifiait qu'on attendait de moi que je gère ma propre vie sans aide. Maintenant, cela signifiait apparemment qu'on attendait de moi que je gère et finance leurs erreurs également. La règle tacite avait enfin été énoncée. Clara s'en occupe. De tout. La logistique, le stress et maintenant, la facture. Ce n'était pas une faveur, c'était un impôt, et le taux venait de devenir insupportable. J'étais assise dans mon bureau à domicile, la facture posée à plat sur la surface polie de mon bureau, un rectangle blanc et austère sur le bois sombre. Les chiffres, 3217 et 54 cents, semblaient vibrer d'une énergie malveillante. Cette pièce était mon sanctuaire, un espace que j'avais mérité, meublé avec les profits d'une carrière que j'avais bâtie sans aucune aide. Chaque objet, la chaise ergonomique, les 2 moniteurs, les certifications encadrées au mur, était un symbole de mon autonomie. Et maintenant, cette facture ressemblait à une violation, une mauvaise herbe toxique poussant à travers mon parquet si soigneusement entretenu. Cette simple feuille de papier était l'aboutissement de 1000 petites coupures. C'était l'écho de la voix de ma mère disant « On ne peut pas se te permettre. » Ce cause ça. C'était le fantôme de la robe de concours à paillettes. Le souvenir de compter des billets de $1 froissés pour payer mon propre voyage scolaire. La piqûre de les voir offrir à Sophia un tour de l'Europe. J'avais passé toute ma vie d'adulte à m'assurer de ne jamais être un fardeau financier pour eux. Je conduisais une berline raisonnable et payée. Je vivais en dessous de mes moyens. Je n'ai jamais demandé de prêt, jamais fait allusion à une aide pour un acompte, jamais attendu de cadeau.
J'avais si complètement absorbé la leçon qu'il m'avait enseignée à 18 ans que j'avais structuré mon existence même autour du principe d'être abordable. Et quelle était ma récompense? Ma récompense était que mon indépendance financière n'était plus considérée comme mon accomplissement, mais comme une ressource familiale. Mon autosuffisance était devenue leur filet de sécurité. Ils avaient dépensé si somptueusement pour Sophia, si imprudemment, parce qu'au fond ils savaient que si les choses tournaient vraiment mal, la fille pratique, celle qui était si douée pour ces choses, serait là pour nettoyer les dégâts. La colère, quand elle est finalement venue, n'était pas un éclair de rage, mais une certitude froide et lourde qui s'est installée au plus profond de mes os. C'était la réalisation calme et glaçante qu'ils ne me respectaient pas. Ils ne me voyaient pas. Ils voyaient un compte en banque compétent, ambulant et parlant, portant leur nom de famille. Je n'ai pas réalisé que je pleurais jusqu'à ce qu'une larme tombe sur la facture, faisant légèrement baver l'encre. C'est ainsi que Mark m'a trouvée, assise dans le silence, fixant le chiffre flou. Il est entré doucement et a posé une main chaude sur mon épaule, sa présence un point d'ancrage stable dans ma tempête de ressentiment. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il a simplement baissé les yeux sur la facture sur mon bureau. J'ai vu sa mâchoire se crisper, une lueur de colère protectrice dans ses yeux qui était plus validante que n'importe quel mot. Il est resté silencieux un long moment, lisant parfaitement la situation. « Tu n'as pas à payer ça, Clara, » a-t-il finalement dit, sa voix douce mais absolue. « Ce n'est pas ta responsabilité. » Ces mots étaient de l'oxygène. Ils étaient une permission. Ils étaient l'articulation d'une vérité que j'avais été trop conditionnée pour dire à voix haute. Ils s'attendent à ce que je le fasse, ai-je murmuré, les mots ayant un goût de cendre. C'est ce que je fais. Je gère les choses. Mark s'est agenouillé à côté de ma chaise, tournant mon visage pour que je le regarde. Être compétente ne te rend pas responsable, a-t-il dit, son regard ferme et inébranlable. Ils ont fait le choix d'acheter une voiture qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'entretenir. Ils ont créé une fille qui n'a aucune notion des conséquences. Rien de tout cela n'est de ta faute, et rien de tout cela n'est ta facture à payer. Tu as tout à fait le droit de refuser. Il ne me disait pas quoi faire. Il me rappelait que j'avais le choix. De toute ma vie, dans le contexte de ma famille, je n'avais jamais vraiment senti que j'en avais un. J'étais la responsable, la pratique, l'abordable. J'ai regardé de son visage aimable et sincère à la facture sur le bureau. Ce n'était qu'un morceau de papier. Le pouvoir qu'il détenait était le pouvoir que je lui donnais, le pouvoir de 20 ans de soumission silencieuse. À cet instant, un interrupteur s'est actionné en moi. Une vie de blessures et de ressentiments accumulés s'est cristallisée en une seule décision inébranlable. Le schéma n'était pas une condamnation à perpétuité, c'était une habitude, et les habitudes pouvaient être brisées. Aujourd'hui, par moi. Le trajet jusqu'au bureau de poste était étrangement surréaliste. Le monde à l'extérieur des vitres de ma voiture était obstinément normal. Des gens promenant des chiens, des arroseurs automatiques crépitant sur les pelouses de banlieue, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur le trottoir. Cela semblait incongru, comme si le changement sismique qui se produisait en moi devait se refléter dans le monde entier, avec un ciel s'assombrissant ou un vent soudain et dramatique. Mais le monde continuait de tourner, ignorant que j'étais sur le point de faire exploser une bombe au centre de ma famille. J'avais la facture de Prestige Auto Repair et une seule feuille de mon propre papier à en-tête professionnelle, celui avec mon nom et mon adresse imprimés en caractères nets et propres en haut. Dessus, j'avais tapé quelques phrases soigneusement choisies. Je les avais modifiées une douzaine de fois, enlevant toute trace d'émotion,
tout soupçon de colère ou de blessure, jusqu'à ce qu'il ne reste que les faits froids et indiscutables. La note disait: Eleanor et Robert, je vous retourne la facture ci-jointe qui a été envoyée à mon adresse par erreur. Veuillez vous assurer de mettre à jour vos coordonnées auprès de Prestige Auto Repair pour éviter toute erreur de facturation future. Cordialement, Clara. Tchuss! Pas de récrimination, pas d'accusation, juste une redirection calme et professionnelle. C'était le langage des affaires, pas de la famille, et cela semblait tout à fait approprié. C'était devenu une transaction, et je rejetais formellement les frais. Au bureau de poste, je fis la courte queue, l'enveloppe serrée dans ma main. Elle semblait à la fois aussi lourde qu'une brique et aussi légère qu'une plume. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un oiseau, frénétique et piégé. Une partie de mon cerveau, celle conditionnée par des décennies de soumission, me criait de faire demi-tour, de rentrer chez moi et de simplement payer cette fichue facture. Ce serait plus facile. Cela maintiendrait la paix. Cela préserverait l'équilibre fragile et dysfonctionnel que j'avais toujours connu. Mais une autre voix, plus nouvelle et plus forte, qui ressemblait beaucoup à celle de Mark, me rappela que le prix de cette paix était mon propre respect. Quand j'atteignis le comptoir, la guichetière, une femme aux yeux fatigués avec un badge nominatif indiquant Martha, m'accueillit avec un En quoi puis-je vous aider? Pratiqué et monotone. Je dois envoyer ceci en courrier recommandé, avec accusé de réception, s'il vous plaît, dis-je, ma voix étonnamment stable. Je voulais une preuve. Je voulais une signature. Je voulais qu'ils sachent, avec une certitude légale, que j'avais reçu leur demande tacite et que je l'avais formellement et officiellement rejetée. Martha effectua les gestes habituels, décollant des autocollants, tamponnant des formulaires, ses mouvements efficaces et détachés. Alors qu'elle apposait l'étiquette verte du courrier recommandé sur le devant de l'enveloppe blanche immaculée, je ressentis un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais une scène de film. Ce simple acte administratif était la chose la plus audacieuse que j'ai jamais faite. C'était une déclaration d'indépendance plus profonde que de déménager, plus significative que de me marier. C'était la rupture d'un cordon ombilical invisible d'obligations qui avait nourri leurs attentes à mes dépens pendant toute ma vie. J'ai payé les frais, pris mon reçu, et je suis sortie sous le soleil éclatant de l'après-midi. L'air semblait différent, plus pur. Le nœud d'anxiété qui avait vécu dans mon estomac depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir s'était légèrement desserré. C'était terrifiant, c'était exaltant. C'était le premier jour du reste de ma vie, et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, seulement que cela ne serait pas, ne pourrait pas être, la même chose. Le silence qui suivit ma visite au bureau de poste dura 3 jours. C'était un calme fragile et vibrant, rempli de l'anticipation tacite d'une tempête à venir. Je continuais ma vie, allais au travail, dînais avec Mark et essayais de ne pas vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. La paix que je ressentais était réelle, mais c'était la paix d'une porte barricadée avec un bélier de l'autre côté. Le premier coup arriva non pas comme une détonation, mais comme un doux ping numérique un vendredi après-midi. C'était un SMS d'Eleanor, et ces mots étaient un chef-d'œuvre de déni passif-agressif. J'ai reçu une lettre étrange de ta part. Tu l'as renvoyée par erreur? L'hypothèse de mon erreur était si profondément ancrée dans sa vision du monde qu'elle ne pouvait même pas concevoir que ce fût un acte intentionnel. C'était un test, une dernière opportunité pour moi de battre en retraite, de m'excuser pour l'erreur et de restaurer l'ordre naturel. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. L'ancienne Clara aurait tapé un paragraphe, une explication douce et apologétique, conçue pour adoucir le coup et gérer les sentiments de sa mère. Mais la nouvelle Clara, celle qui s'était tenue calmement au bureau de poste, n'avait qu'une chose à dire.
J'ai tapé le mot non et j'ai appuyé sur envoyer. La seule syllabe trônait là, sur l'écran, austère et absolue. Quelques secondes plus tard, les 3 points indiquant qu'elle écrivait apparurent, puis disparurent, puis ils réapparurent. Puis, mon téléphone se mit à sonner, l'écran affichant son nom. Je pris une profonde inspiration, l'expirai lentement et répondis. Clara, qu'est-ce qui se passe? Ton message n'a aucun sens. Sa voix était sirupeuse de fausse inquiétude, le ton qu'elle utilisait quand elle me soupçonnait d'être difficile. Je gardais ma propre voix égale, calme et dépourvue d'émotion. Bonjour, maman. Il n'y a pas eu d'erreur. Je t'ai renvoyé la facture parce qu'elle n'est pas de ma responsabilité. Le silence à l'autre bout du fil était lourd, chargé d'incrédulité. Je pouvais presque entendre les rouages grincer dans sa tête alors qu'elle luttait pour traiter une réalité qui ne correspondait pas. Pas de ta responsabilité? Répéta-t-elle, comme si les mots étaient dans une langue étrangère. Mais je t'ai dit de t'en occuper. Nous en avons discuté. C'est tellement plus facile pour toi de gérer ces choses. Elle essayait de réaffirmer l'ancien scénario, de me ramener dans la scène familière. J'ai refusé ma réplique. C'est peut-être plus facile pour toi, mais la facture est pour la voiture de Sophia, que papa et toi possédez. Par conséquent, il est de votre responsabilité de la payer. Ma sotassi. C'est alors que la confusion s'est finalement brisée et l'indignation qui couvait sous la surface a éclaté. Sa voix, dépouillée de toute sa douceur, devint aiguë et stridente. Qu'est-ce qui t'a pris? Lança-t-elle, le son crépitant dans mon oreille. C'est la chose la plus égoïste et ingrate que j'ai jamais entendue. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu vas faire une crise pour une facture de réparation de voiture? Une facture pour ta propre sœur? Les accusations déferlèrent en un torrent, une vie d'arrogance refoulée libérée d'un coup. J'étais amère. J'essayais de mettre la famille dans l'embarras. Je faisais sentir à Sophia qu'elle était mal. Comment pouvais-je être si froide, si cruelle, pour un peu d'argent? Clara? Cracha-t-elle, sa voix épaisse de venin. Quelqu'un qui valorise l'argent plus que sa propre famille? L'hypocrisie de cette déclaration était si profonde qu'elle en était presque à couper le souffle. Ceci de la part de la femme dont la leçon fondamentale, pour moi, était que mon propre avenir était une dépense qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendue. Je suis juste restée là, dans ma cuisine, tenant le téléphone légèrement éloigné de mon oreille, et j'ai laissé la tempête s'abattre sur moi. J'avais vécu dans la peur de cette tempête toute ma vie, et maintenant qu'elle était là, je réalisais que ce n'était que du bruit. Sa rage ne concernait pas l'argent, elle concernait la perte de contrôle. C'était le son d'un système qui s'effondrait. Quand elle a finalement fait une pause pour reprendre son souffle, j'ai parlé dans le silence assourdissant. Je ne vais plus discuter de ça. La facture n'est pas la mienne. Au revoir, maman. J'ai appuyé sur l'icône rouge de l'écran avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot, et le silence soudain et total qui a rempli ma cuisine fut le son le plus libérateur que j'ai jamais entendu. La fin abrupte de l'appel téléphonique n'était pas une conclusion. C'était simplement la première salve d'une nouvelle forme de guerre. Mon téléphone, que j'avais posé face contre le comptoir en granit, se mit à vibrer sans cesse, une convulsion frénétique et bourdonnante contre la pierre froide. Chaque vibration était une nouvelle agression, un nouveau SMS d'Eleanor. Je n'avais pas besoin de les lire pour en connaître le contenu.
J'avais été entraînée toute ma vie à anticiper le scénario. Mais je me suis forcée à regarder, à être témoin de la performance complète et non filtrée de sa manipulation. La première vague était conçue pour instrumentaliser ma sœur. Sophia est inconsolable. Elle n'a pas arrêté de pleurer depuis qu'elle a appris. Comment as-tu pu être si cruel envers ta propre sœur? Suivi de Elle t'admire, Clara. Tu as toujours été la forte. Maintenant, tu l'as juste abandonnée. Satisfecteur. Les messages dépeignaient une Sophia fragile comme une biche, mortellement blessée par mon pragmatisme sans cœur, ignorant commodément que la biche avait conduit une voiture de 45 000 $ pendant une semaine avec un voyant d'avertissement moteur critique allumé. Comme je ne répondais pas, la tactique a changé pour une attaque personnelle directe. Je ne sais pas qui tu es devenu. Tu es la personne la plus égoïste et ingrate que je connaisse. Ton père et moi t'avons tout donné, et c'est ainsi que tu nous remercies? L'hypocrisie était une force physique, expulsant l'air de mes poumons. M'avoir tout donné? Ils m'avaient donné une leçon d'autonomie née de leur négligence. Une leçon que j'avais apparemment trop bien apprise. La tirade a atteint son paroxysme avec les armes les plus puissantes de son arsenal, la honte et la culpabilité. Comment as-tu pu la mettre dans l'embarras, elle et nous, de cette façon pour un peu d'argent? Tu as un bon travail, tu peux clairement te le permettre. Ce n'est rien pour toi, mais c'est une crise pour nous. C'est cette phrase qui a solidifié ma résolution en quelque chose d'incassable. Un peu d'argent? 3 217 $, c'était un peu d'argent quand c'était leur responsabilité, mais 5 000 pour mon éducation avait été un fardeau insurmontable et inabordable qui aurait ruiné la banque familiale. Finalement, la bombe émotionnelle ultime. Tu es en train de déchirer cette famille, Clara. Toute cette laideur, toutes ces disputes, c'est de ta faute. Tu détruis délibérément notre famille. J'ai lu les mots sur le petit écran et je les ai vus pour ce qu'ils étaient. Les accusations désespérées et maladroites d'une tyranne dont l'autorité avait été défiée pour la première fois. La famille qu'elle m'accusait de déchirer était une construction bâtie sur mon silence, ma soumission et ma volonté d'être moins pour que Sophia puisse être plus. Cette famille ne méritait pas de survivre. J'ai pris une profonde inspiration, mes doigts stables, tandis que je tapais une seule réponse calme. La facture de la voiture n'est pas de ma responsabilité. Sa réponse fut immédiate. Une rafale de points d'interrogation furieux et d'accusations de ma froideur. J'ai attendu un moment, puis j'ai tapé exactement la même phrase à nouveau. La facture de la voiture n'est pas de ma responsabilité. Je n'ai pas engagé le débat. Je n'ai pas défendu mon caractère. Je n'ai pas refait le procès du passé. J'ai simplement maintenu ma position. Mon téléphone a vibré une fois de plus avec une chaîne de mots incohérents et en colère. Je l'ai regardé, puis j'ai activé la fonction Conversation en sourdine. Une fatigue profonde, jusqu'à l'os, m'a envahi, le genre qui vient après une longue bataille. Je n'avais pas remporté de victoire, pas encore, mais j'avais tenu la ligne. Si l'attaque de ma mère était un siège calculé, celle de Sophia était un blitzkrieg sauvage et chaotique. L'appel est venu moins d'une heure après que j'ai mis Eleanor en sourdine, une escalade directe et immédiate. J'ai vu son nom et j'ai bêtement pensé qu'elle pourrait être la voix de la raison, celle qui offrirait un pont. J'avais tort. Le son qui a jailli du haut-parleur de mon téléphone n'était pas une voix mais un hurlement brut et rauque de pure suffisance, sans mélange. Comment as-tu pu? A-t-elle crié, le son déformé par la force de sa propre fureur. Il n'y a eu ni salutation, ni préambule. Maman m'a dit ce que tu as fait. Tu essayes de ruiner ma vie. J'ai essayé d'intervenir, de dire son nom,
Mais elle a écrasé ma tentative avec la force d'une crise de colère affinée au cours de 25 ans à obtenir ce qu'elle voulait. Tu as toujours été comme ça, Clara. Toujours si amère, radine et jalouse. Tu as été jalouse de moi toute ta vie. L'accusation si totalement infondée et pourtant si sincèrement ressentie de sa part me laissa sans voix. J'écoutais, hypnotisée, alors qu'elle commençait à construire son dossier, une histoire délirante et inversée de nos vies. Selon Sophia, je n'avais pas été responsable, j'avais été avare, je n'avais pas été pratique, j'avais été ennuyeuse et sans inspiration. Chaque sacrifice que j'avais fait était transformé en une arme contre moi. Tu détestais que je prenne des cours de ballet. Tu détestais mes robes de concours. Tu étais furieuse quand maman et papa m'ont envoyée en Europe. Et maintenant tu ne supportes pas que j'ai une belle voiture. Tu veux que je n'ai rien. Tu veux que je sois malheureuse et pathétique. Tout comme toi. Ces mots étaient un torrent de venin. Une tentative désespérée de recadrer mon acte d'autoprotection comme une attaque contre son bonheur. La voiture, symbole ultime de son privilège non mérité, était devenue, dans son esprit, quelque chose auquel elle avait droit, et mon refus de financer sa réparation était une agression directe et malveillante. Tu es assise dans ton petit appartement parfait avec ton petit mari parfait et tes feuilles de calcul, et tu amasses tout ton argent, et tu ne supportes pas de me voir heureuse, sanglota-t-elle, les larmes sonnant plus comme de la rage que de la tristesse. Tu veux me punir parce que maman et papa m'aiment. Et c'est à ce moment-là que tout est devenu limpide. L'appel ne concernait pas l'argent. Il ne s'agissait même pas de la voiture. Il s'agissait d'une vérité fondamentale de notre famille que Sophia me hurlait maintenant à l'oreille. Pour qu'elle se sente aimée, je devais être moins. Mon succès n'était pas une source de fierté pour elle, c'était une insulte. Mon indépendance n'était pas un accomplissement, c'était une menace pour sa position de centre de leur univers. Ce n'était pas un malentendu que je pouvais régler avec une conversation calme. C'était une vision du monde que je ne pourrais jamais pénétrer. Elles vivaient dans une réalité complètement différente, une réalité dans laquelle elles étaient les victimes perpétuelles de ma froide et calculatrice praticité. Dans leur histoire, j'étais la méchante. Alors que ses cris se calmaient enfin en sanglots rauques et haletants, un calme étrange m'envahit. Les derniers vestiges d'espoir qu'elle pourrait un jour comprendre, que je pourrais d'une manière ou d'une autre expliquer mes sentiments de manière à provoquer une prise de conscience, s'évaporèrent complètement. C'était comme essayer d'expliquer la couleur à quelqu'un né aveugle. Il n'y avait pas de raisonnement possible avec elle, car leur raisonnement était construit sur une base d'auto-illusion et de ma subjugation perpétuelle. Quand elle s'arrêta enfin, je parlais dans le téléphone, ma voix basse et stable. « Il ne s'agit pas de toi, Sophia, il s'agit d'une facture qui ne m'appartient pas. » Elle laissa échapper un dernier cri de frustration et raccrocha. Le clic de la ligne coupée fut le son d'une porte se refermant pour la dernière fois, et je réalisais, avec un sentiment de finalité glaçant, que c'était moi qui avais enfin, bénie soit-elle, tourné la clé. Après l'explosion enflammée de l'appel de Sophia, les lignes de front devinrent étrangement calmes. Le barrage de SMS de ma mère cessa. Ma sœur tomba dans un silence numérique. C'était une guerre froide, une période de paix lourde et oppressante qui semblait plus menaçante que leur hostilité ouverte. Pendant 10 jours, je n'ai rien entendu. Je savais, cependant, que ce n'était pas un armistice. C'était une retraite stratégique. Ma mère n'était pas du genre à accepter la défaite. Elle était du genre à se regrouper et à choisir un nouveau champ de bataille plus avantageux. La convocation arriva, comme je le savais, exactement 2 semaines avant le 15 août. Le 15 était une date sacrée dans le calendrier de notre famille, le barbecue annuel d'été. Ce n'était pas juste une réunion décontractée avec des hot dogs et de la salade de pommes de terre. C'était la représentation sur commande de ma mère,
Un événement soigneusement organisé pour 50 de leurs amis les plus proches et de la famille élargie. C'était un jour pour elle de montrer sa pelouse parfaitement entretenue, son mariage heureux et ses 2 filles qui réussissent. Le SMS qu'elle envoya était dépouillé de tout son langage fleuri habituel et de son affection feinte. C'était un ordre froid et dur. Tu seras au barbecue le 15. Nous allons discuter de ton attitude terrible en personne. Il n'y avait pas de s'il te plaît. Il n'y avait pas de j'espère que tu pourras venir. C'était un décret royal. L'intention derrière était aussi transparente que du verre. Mon refus de payer la facture avait été un acte privé de défi, une rébellion qu'elle ne pouvait pas contrôler. C'était sa manœuvre pour sortir le conflit de l'ombre et le porter devant le tribunal de l'opinion publique, un tribunal où elle était la juge qui présidait. Elle ne m'invitait pas à une fête, elle me convoquait à une inquisition. Son plan était évident. Elle me coincerait près du bassin à Carpecoy ou me tendrait une embuscade près du barbecue, entourée d'un public captif de tantes, d'oncles et d'amis de la famille qui me connaissaient depuis mon enfance. Elle présenterait ma limite comme une trahison choquante, me dépeignant comme la fille cruelle et ingrate qui avait abandonné sa pauvre sœur en difficulté dans un moment de besoin. Elle utiliserait le poids de leur jugement collectif et la pression sociale du cadre public pour me faire honte, pour me briser et pour me forcer à retourner dans mon rôle désigné par la simple et écrasante humiliation. C'était une manœuvre stratégique, classique et franchement brillante. Autrefois, cela aurait fonctionné. La jeune Clara, terrifiée par la confrontation et désespérée de l'approbation de la foule, se serait effondrée. Elle se serait excusée, aurait promis de payer la facture et aurait fait n'importe quoi pour mettre fin à l'inconfort atroce de la honte publique. Mais ma mère préparait une embuscade pour une personne qui n'existait plus. Elle tendait un piège à la fille calme et soumise, pas à la femme qui avait calmement renvoyé une facture par la poste et tenu bon contre un ouragan de manipulation émotionnelle. J'ai regardé le SMS, l'impérieux « Tu seras », et une colère lente et froide a commencé à brûler dans ma poitrine. Elle voulait une discussion publique? Très bien. Elle voulait régler ça devant un public? Parfait. Parce que j'avais quelques petites choses à discuter moi-même, et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à ce que tout le monde les entende. J'ai répondu par un simple texto de 4 mots. On se voit là-bas. L'invitation, si on peut l'appeler ainsi, n'était pas une surprise. C'était une déclaration de guerre selon les termes choisis par ma mère. Mark lut le texto par-dessus mon épaule, son bras s'enroulant autour de moi dans un geste de soutien silencieux. « Alors, c'est une exécution publique, dit-il, la voix sombre. Elle va te mettre en procès devant toute la famille. » J'ai hoché la tête, le téléphone froid dans ma main. C'est le plan. Il resta silencieux un moment, puis il croisa mon regard dans le reflet de l'écran sombre. Notre plan doit être meilleur. Et à ce moment-là, nous avons pris la décision. Nous irions. Nous entrerions volontairement dans la fosse aux lions, mais pas comme des moutons à l'abattoir. Nous irions selon nos propres termes, armés d'une vérité qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre. La semaine précédant le barbecue fut une période de concentration étrange et silencieuse. Le nœud familier de l'appréhension qui précédait habituellement ces réunions de famille était toujours là, mais il était éclipsé par un sens du devoir froid et clair. Je ne me préparais pas à un combat. Je n'avais aucun intérêt pour une dispute à grands cris ou une confrontation dramatique et larmoyante. C'était leur style, un champ de bataille chaotique et émotionnel où ils avaient tous les avantages. Je me préparais pour une déclaration finale. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait d'une déclaration finale et non négociable de ma propre réalité. J'ai passé mes soirées non pas à répéter des répliques colériques, mais à passer en revue ma propre vie avec une clarté détachée et analytique. J'ai regardé mes anciens relevés de prêts étudiants, ceux avec leur taux d'intérêt écrasant. J'ai regardé les fiches de paie de mes premiers emplois, ceux où je travaillais 60 heures par semaine. J'ai regardé le
Chèque d'acompte pour mon appartement, une somme que j'avais amassée grâce à des années de discipline implacable et non célébrée. Il ne s'agissait pas de se complaire dans le passé. Il s'agissait de rassembler mes preuves, de me fortifier avec les faits de mon propre parcours. Le jeudi avant la fête, j'ai quitté le travail plus tôt et je suis allée à ma banque. Je ne suis pas allée au guichet habituel, mais dans les bureaux calmes et moquettés du département de gestion de patrimoine. Ma conseillère, une femme aimable et professionnelle nommée Madame Gable, m'a accueillie chaleureusement. Elle m'avait aidé à ouvrir mon premier compte d'investissement des années auparavant, quand tout ce que j'avais était quelques milliers de dollars et une détermination féroce. J'ai expliqué ce dont j'avais besoin, et elle a compris immédiatement, son expression un mélange de discrétion professionnelle et de sympathie humaine. Elle a imprimé le document pour moi sur du papier épais et filigrané, le genre réservé au rapport officiel. C'était une seule page, le dernier relevé trimestriel de mon portefeuille d'investissement. C'était un résumé simple et élégant de mes actifs, de ma croissance et du total final certifié en bas. Un chiffre qui représentait des années de planification minutieuse, de risques intelligents et de gratifications différées. C'était la preuve numérique d'une vie sur laquelle il ne m'avait jamais interrogé. Madame Gable le fit glisser sur le bureau en acajou poli à l'intérieur d'une enveloppe blanche et vierge. En le tenant, j'ai senti son poids, non pas en grammes, mais en années de sous-estimation. Ce n'était pas une arme de colère, c'était un instrument de vérité. C'était ma lettre de démission du rôle de la fille inabordable. Et en sortant de la banque sous le soleil de l'après-midi, je savais que j'étais enfin complètement prête. Nous sommes entrés dans le jardin et le tableau familier du barbecue annuel de ma mère s'est déroulé devant nous. 50 personnes déambulaient sur la pelouse manucurée, l'air épais de l'odeur de chlore de la piscine et du grésillement du charbon de bois du barbecue que mon père présidait avec une verve importante. En surface, c'était une image de bonheur de banlieue, mais en dessous, la tension était une chose palpable et vivante. Les conversations s'apaisaient à notre passage et les sourires que nous recevions étaient un temps trop lent, teintés d'une curiosité nerveuse. Mon père m'a donné une étreinte raide et superficielle qui sentait l'allume-feu et la désapprobation. Sophia, qui tenait la cour au bord de la piscine avec ses amis, m'a lancé un regard de pur venin avant de se détourner avec un mouvement théâtral de ses cheveux. Nous n'étions pas des invités. Nous étions le divertissement de l'après-midi, et le spectacle était sur le point de commencer. La main de Mark était une présence chaude et stable dans le creux de mon dos, un rappel silencieux que je n'étais pas seule. Je me suis servi un gobelet en plastique de thé glacé, la condensation froide contre mes doigts tendus, et je me suis préparée. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Eleanor, une vision dans une robe fluide en lin blanc, s'est détachée d'un groupe de ses amis et a glissé vers moi, son visage un masque parfait d'inquiétude maternelle. Elle a choisi son emplacement avec un instinct de prédatrice. Un endroit central sur la terrasse, à portée de voix d'au moins une douzaine de personnes, y compris ma tante Susan et mon oncle Robert. Elle a posé une main sur mon bras, sa prise étonnamment ferme, ses ongles s'enfonçant légèrement dans ma peau. Clara, ma chérie, puis-je te parler un instant? Sa voix était douce, mais juste assez forte pour faire taire les conversations voisines. Le piège était tendu, le public était assuré. J'ai simplement hoché la tête, mon cœur commençant un battement lent et lourd contre mes côtes. Je veux te parler de cet égoïsme, Clara, commença-t-elle, sa voix dégoulinant d'une déception soigneusement répétée, destinée à la consommation publique. Un silence tomba sur la zone immédiate. Ton père et moi sommes tellement déçus de la façon dont tu as traité ta sœur, profondément déçus. Elle laissa les mots flotter dans l'air humide, laissant leur poids s'installer, laissant le jury de nos parents absorber l'accusation. La famille est censée être là l'un pour l'autre,
se soutenir. Tu sais que nous ferions n'importe quoi pour vous, les filles. Mais ça, cette froideur, ce n'est pas comme ça que tu as été élevée. Sophia est absolument anéantie. Elle voit cela comme une trahison complète. Choisir l'argent plutôt que sa propre famille, ça lui a brisé le cœur, et franchement, ça a brisé le nôtre aussi. Elle secoua la tête, une seule larme parfaite perlant au coin de son œil. C'était une performance magistrale. J'étais la méchante froide et avide d'argent. Ils étaient les parents aimants et blessés. Je suis restée là, silencieuse, et j'ai croisé son regard. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas argumenté. Je l'ai juste laissé finir, la laissant dérouler tout son récit, ignorant que pour la première fois de ma vie, j'étais venue préparée à leur montrer le mien. Eleanor, encouragée par mon silence, accentua son avantage. Elle se tourna légèrement, s'assurant que notre public de parents puisse voir toute la force dramatique de son angoisse parentale. « Nous ne sommes pas faites d'argent, Clara, » dit-elle, la voix tremblante d'une sincérité étudiée. Une facture comme ça, qui sort de nulle part. C'est une véritable épreuve. Nous faisons de notre mieux, mais nous ne pouvons pas toujours nous permettre ces crises imprévues. C'est à ce moment-là que la famille est censée intervenir et aider. Toi, avec ton bon travail, tu aurais pu gérer ça sans même sourciller. C'était le moins que tu pouvais faire pour aider ta sœur, pour nous aider. La phrase resta en suspens, un écho parfait des mots qui avaient défini ma vie. Ne pas pouvoir se permettre. C'était la clé qui déverrouillait tout. C'était mon moment. Je retirai doucement sa main de mon bras. Ma propre voix, quand je parlais, était basse, calme, et portée dans le silence soudain avec une clarté absolue. Tu as parlé de ce que tu ne pouvais pas te permettre toute ma vie, maman. Le discours bien rodé d'Eleanor vacilla. Une lueur de confusion traversa son visage. Ce n'était pas le rôle que j'étais censée jouer. J'étais censée pleurer, m'excuser ou me défendre. Je n'étais pas censée être calme. Quand j'avais 18 ans, continuai-je, ma voix égale et stable, j'ai demandé 5 000 $ pour mes frais de scolarité. Et tu m'as dit, on ne peut pas se te permettre, Clara. Il va falloir que tu sois pratique. Oma si t'y droit. Le détail spécifique et chiffré trancha avec l'émotivité vague de sa performance. Je vis une lueur de reconnaissance dans les yeux de ma tante Susan. Le visage de ma mère pâlit légèrement. Je fouillai dans mon sac à main et en sortis l'enveloppe blanche et nette. Elle avait l'air inoffensive, officielle. Ses yeux se tournèrent vers elle, une nouvelle émotion incertaine remplaçant son indignation vertueuse. La curiosité, teintée d'une appréhension naissante. J'ai été pratique, dis-je, mon regard inébranlable. J'ai eu 2 emplois. J'ai contracté des prêts, que j'ai remboursés moi-même. J'ai bâti une carrière sur laquelle tu ne m'as jamais interrogée. J'ai acheté une maison que j'ai payée moi-même. J'ai été pratique chaque jour de ma vie d'adulte, exactement comme tu me l'as dit. Je fis une pause, laissant mes mots s'installer dans l'air lourd et humide. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, j'ouvris l'enveloppe et en sortis la seule feuille de papier de la Société de gestion de patrimoine. Je ne la lui tendis pas. Je la tins dans mes propres mains, un document que j'avais créé moi-même. Tu dis que tu ne peux pas te permettre une facture imprévue de 3 000 $, dis-je, ma voix baissant encore plus, attirant les auditeurs. L'ironie, c'est que le meilleur investissement que vous auriez pu faire est celui que vous m'avez dit ne pas pouvoir vous permettre. Je retournai le papier pour que les chiffres noirs et austères en bas lui fassent face. Ce n'était pas une vantardise. C'était un fait. C'était la déclaration finale d'un portefeuille d'investissement qui affichait une valeur nette à 7 chiffres, un nombre si bien au-delà de leur compréhension, si totalement déconnecté du récit de la fille pratique, qu'il ne pouvait tout simplement pas être assimilé.
Le bruit d'une fourchette tombant sur une assiette fut le seul son dans un monde qui était soudainement devenu totalement et profondément silencieux. Les yeux de ma mère, écarquillés d'incrédulité, étaient fixés sur le chiffre au bas de la page. Le masque de la maternité martyrisée se dissolvait, remplacé par un choc nu et béat. Son regard passait du papier à mon visage, et vice-versa, son esprit s'efforçant de réconcilier la femme qu'elle pensait connaître avec la réalité indéniable, noir sur blanc, du document que je tenais. La petite foule de parents autour de nous était silencieuse, leurs expressions un mélange d'étonnement et de compréhension naissante. Ils étaient venus pour une querelle de famille. Ils assistaient à une prise de contrôle d'entreprise. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les faits, calmes et inattaquables, étaient plus forts que n'importe quel cri. Toute ma vie, dis-je, la voix stable et claire, mes mots dirigés vers ma mère mais destinés à tout le monde. Le récit de cette famille a été que Sophia est l'investissement et que je suis la dépense. Sophia a eu les robes de concours, les cours de ballet, le tour d'Europe et la voiture à 45 000 parce qu'elle était celle avec du potentiel. On m'a dit d'être pratique parce que vous ne pouviez pas vous me permettre. Je fis une pause, laissant la vérité de cette déclaration s'installer sur l'auditoire. Je vis mon oncle Robert échanger un regard lent et significatif avec ma tante Susan. Il l'avait vue depuis des années. Alors j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, continuai-je. J'ai été pratique. J'ai travaillé pour payer mes études. J'ai trouvé un emploi dans la finance. J'ai investi. J'ai été disciplinée. Vous ne m'avez jamais interrogé sur ma carrière, mon salaire ou ma vie financière, parce que ma caractéristique déterminante à vos yeux était que je ne vous coûtais rien. Je regardais directement dans les yeux stupéfaits et vides de ma mère. Vous avez raison sur une chose. Une facture de 3 000 n'est rien pour moi. Mais mon argent n'est pas une ressource familiale à exploiter pour subventionner votre irresponsabilité financière et sa négligence. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de l'attente que moi, la fille inabordable, je continue tranquillement à payer le prix de celle que vous aviez choisi de vous permettre. J'ai finalement plié le papier et je l'ai remis dans mon sac à main. La vérité, c'est que vous ne pouviez pas vous permettre de ne pas investir en moi. Et comme vous ne l'avez pas fait, je l'ai fait moi-même. Le silence qui suivit fut profond. C'était le son d'un récit de toute une vie se brisant en 1 million de morceaux. Le charme était rompu. Ma mère se tenait là, sans voix, son visage pâle et marbré. De l'autre côté de la terrasse, je vis Sophia, qui avait été attirée par le drame, son visage un masque d'horreur et d'humiliation totale, alors qu'elle réalisait que tous ses amis regardaient. La première personne à bouger fut ma tante Susan. Elle avait toujours été celle qui m'envoyait un billet de 20 dans une carte d'anniversaire, celle qui avait appelé pour me féliciter pour mon diplôme. Elle s'avança, brisant délibérément le tableau, et posa une main chaude sur mon bras. Ses yeux brillaient d'une fierté féroce et validante. « Bravo, Clara », dit-elle, la voix claire et forte, un verdict rendu à la vue de tous. Il était temps. Ce simple acte de solidarité, ce ralliement public, fut le coup final et dévastateur. Ma mère avait organisé une inquisition, et son témoin vedette venait de témoigner pour la défense. Il n'y avait plus rien à dire. Eleanor et Sophia restèrent debout dans les ruines de leur propre fabrication, sans voix et totalement humiliées par la vérité calme et irréfutable. Il n'y avait plus rien à dire. La bombe avait été désamorcée et les retombées étaient un silence stupéfait et assourdissant. Ma mère se tenait figée, son visage un masque grotesque de choc et d'humiliation, la persona soigneusement construite de la matriarche bienveillante brisée devant tout son cercle social. Sophia, près de la piscine, semblait avoir été giflée,
la bouche légèrement entr'ouverte alors qu'elle me fixait, la sœur qu'elle pensait connaître ayant été remplacée par cette étrangère calme et redoutable. À tout autre moment, j'aurais pu ressentir une lueur de pitié, mais maintenant, il n'y avait qu'un profond sentiment de finalité. La représentation était terminée. Sans un mot de plus à ma mère, je me suis tournée vers ma tante Susan. Je me suis avancée et je l'ai serrée dans mes bras, une étreinte sincère et chaleureuse qui se préparait depuis des années. Merci, ai-je murmuré, et elle m'a serré l'épaule fermement, une reconnaissance silencieuse passant entre nous, plus puissante que n'importe quel discours. C'était le seul adieu qui comptait. Mark me prit la main, ses doigts se mêlant aux miens, et ensemble nous nous sommes retournés et sommes partis. Notre traversée de la fête, passant devant les visages stupéfaits et les chuchotements soudains et étouffés, n'était pas une retraite. C'était un départ. Nous ne fuyions pas la scène d'un crime, nous quittions un bâtiment qui avait été condamné. Chaque pas semblait délibéré, m'éloignant de plus en plus de l'atmosphère étouffante d'obligation et de jugement. Le bruit sourd et étouffé des portières de voiture se fermant fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu, nous enfermant dans notre propre monde privé et silencieux. Mark démarra le moteur et s'éloigna du trottoir sans un mot, me laissant l'espace dont j'avais besoin. Alors que les maisons du quartier de mes parents défilaient par la fenêtre, le sentiment qui m'envahit n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas de joie sauvage, pas de poussée d'adrénaline triomphante de la victoire. Je ne me délectais pas du souvenir du visage horrifié de ma mère ou de la disgrâce publique de ma sœur. Au lieu de cela, ce que je ressentis fut un vaste calme et tout à fait profond sentiment de soulagement. C'était une sensation physique, comme si un énorme sac à dos invisible rempli de pierres, des pierres de ressentiment, de vérités non dites, de recherche constante d'une approbation qui ne serait jamais accordée, venait d'être détaché de mes épaules. Ma colonne vertébrale semblait plus droite. Je pouvais respirer plus profondément, l'air remplissant un espace dans mes poumons que je n'avais pas réalisé être si comprimé. La tension omniprésente dans ma mâchoire, une raideur avec laquelle j'avais vécu si longtemps qu'elle semblait normale, s'est tout simplement dissoute. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère, c'étaient des larmes de pur soulagement libérateur. Mark tendit la main et plaça la sienne sur la mienne sur la console centrale, son pouce frottant doucement ma peau en cercle. Il comprenait. Il savait qu'il ne s'agissait pas de gagner un combat. Il s'agissait de mettre fin à une guerre que je menais en moi-même toute ma vie. Le poids avait disparu, l'obligation avait disparu, le besoin désespéré et enfantin d'être vu et valorisé par des personnes incapables de me voir avait disparu. Et à sa place, pour la toute première fois, il y avait la paix. Les semaines qui suivirent le barbecue furent caractérisées non pas par des disputes explosives, mais par le son assourdissant d'une dynamique brisée. L'ancien monde avait disparu, et le nouveau se construisait dans les espaces calmes et maladroits entre ce qui existait auparavant. Ma mère, incapable d'introspection, tenta de reconstruire son royaume déchu en utilisant les seuls outils qu'elle connaissait, la culpabilité et l'apitoiement sur soi. Quelques jours après la fête, ces textos commencèrent. C'étaient des monologues interminables et décousus de fierté blessée, chacun étant un chef-d'œuvre d'histoire révisionniste. Je reste éveillée la nuit en me demandant ce que j'ai fait pour mériter une humiliation aussi cruelle et publique, disait l'un d'eux. Un autre se lamentait. Ton père est si navré qu'il peut à peine parler. Nous t'avons donné une vie merveilleuse et tu nous l'as jetée à la figure devant tous ceux que nous connaissons. Délicieux. Elle ne mentionna jamais l'argent ou les fêtes que j'avais présentées. Elle ne parlait que de ses sentiments, de son embarras, de sa douleur, se présentant comme la seule victime de ma trahison inexplicable.
L'ancienne Clara aurait été rongée par la culpabilité, mais la nouvelle Clara voyait les messages pour ce qu'ils étaient. Une tentative désespérée de me ramener dans une cage émotionnelle. Mes réponses étaient polies, brèves et totalement impénétrables. À ces longs paragraphes tachés de larmes, je répondais par un simple « Je suis désolée que tu ressentes cela, mais je ne discuterai pas de cela par texto. » Quand elle essaya de m'appâter en mentionnant l'état fragile de Sophia, je répondis « Sophia est une adulte et ses sentiments lui appartiennent. » Chaque réponse était un petit acte silencieux de poser une nouvelle brique dans le mur de mes limites. Je n'étais pas en colère, j'en avais simplement fini. Sophia, comme on pouvait s'y attendre, était complètement silencieuse. Il n'y eut pas d'appel furieux, pas de texto larmoyant, rien. Son silence était plus révélateur que n'importe quelle tirade n'aurait pu l'être. Notre relation avait toujours été transactionnelle. Elle interagissait avec moi quand elle avait besoin de quelque chose, une crise à gérer, une oreille attentive, un problème à résoudre. Maintenant que j'avais refusé d'être son prestataire de service, mon utilité avait disparu, et avec elle, tout besoin de communication. Le silence était une confirmation qu'il n'y avait jamais eu de véritable lien fraternel au départ. La communication véritable et curative vint d'une source inattendue, mais profondément bienvenue. Tante Susan m'appela un soir, une semaine après la fête. « Clara, ma chérie, c'est Susan, » dit-elle, sa voix chaleureuse et conspiratrice. « Je devais absolument appeler pour te dire que c'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Au cours de l'heure qui suivit, elle me livra 20 ans d'observations qu'elle avait gardées pour elle par loyauté familiale. Elle me dit qu'elle avait vu le favoritisme flagrant, la façon dont mes accomplissements étaient minimisés, tandis que ceux de Sophia étaient magnifiés. « Ta mère a fait la même chose avec moi et ma sœur, » confia-t-elle, sa voix triste mais ferme. « C'est un schéma, une maladie. Et tu l'as brisé. Tu t'es levée et tu l'as brisé pour nous toutes. » La validation fut comme un baume apaisant sur une blessure dont je ne savais même pas qu'elle était encore ouverte. Entendre un adulte qui avait tout vu confirmer que je n'étais pas folle, que ma douleur était réelle et justifiée, était un cadeau d'une valeur incommensurable. Les anciennes lignes de communication, construites sur un fondement toxique de culpabilité et d'obligation, n'étaient pas seulement coupées, elles avaient été arrachées à la racine. Le silence de mes parents et de ma sœur n'était plus un vide inconfortable, mais un espace propre et ouvert, attendant que quelque chose de nouveau et de plus sain soit construit, s'ils choisissaient un jour d'apprendre comment. 6 mois plus tard, l'air sentait la peinture fraîche et les possibilités. Mark était avec l'inspecteur, sa voix résonnant depuis le sous-sol, et je me tenais seule au centre de ce qui serait notre salon, le soleil de fin d'après-midi entrant à flot par une grande baie vitrée et se répandant sur le parquet nu. Nous étions à 1 semaine de la signature pour une maison, une belle et spacieuse demeure dans un quartier où je n'avais fait que rêver de vivre quand j'étais plus jeune. Cette maison, avec ses fondations solides et ses vues dégagées, semblait moins un achat qu'une destination vers laquelle j'avais marché toute ma vie. Ma relation avec mes parents s'était installée dans un nouvel et étrange équilibre. Elle était distante, mais elle était civile. Ma mère avait appelé la semaine précédente pour me poser des questions sur la maison, sa voix au téléphone différente de tout ce que j'avais jamais entendu d'elle. La manipulation avait disparu, l'arrogance désinvolte remplacée par un nouveau respect prudent, le genre que l'on accorderait à un partenaire commercial que l'on ne peut se permettre de s'aliéner. Elle posait des questions polies et acceptait mes réponses brèves et factuelles. La dynamique de contrôle était brisée, et à sa place se trouvait un paysage stérile et formel que nous naviguions toutes les deux avec précaution. Il n'y eut pas d'excuses, pas de grandes percées émotionnelles, et je savais qu'il n'y en aurait jamais. Mais le respect que j'avais imposé ce jour-là au barbecue était devenu la nouvelle fondation, et c'était une fondation avec laquelle je pouvais vivre.
Sophia et moi n'avions pas échangé un seul mot depuis son appel téléphonique hurlant. Je voyais les mises à jour de sa vie sur les réseaux sociaux, postées par ma mère, un nouveau travail, un voyage de week-end, mais elle était un personnage dans une histoire que je ne lisais plus. Le silence était parfois une douleur, le fantôme de la sœur que j'aurais aimé avoir, mais c'était aussi une paix tranquille et nécessaire. C'était une amputation nécessaire pour sauver le reste de ma vie de la maladie envahissante de sa suffisance. Mais le vrai changement n'était pas en eux, il était en moi. Debout, dans cette pièce vide et ensoleillée, je réalisais que le besoin désespéré et douloureux de leur approbation, la validation que j'avais ardemment désirée pendant des décennies, avait tout simplement disparu. Il n'avait pas été remplacé par la colère ou le ressentiment, mais par une indifférence calme et profonde. J'avais passé ma vie à me produire pour un public qui n'allait jamais applaudir, et maintenant j'avais simplement quitté la scène. Ma valeur n'était pas un chiffre sur un relevé dans une enveloppe. Cela n'avait été que la clé, la preuve irréfutable qu'ils ne pouvaient pas rejeter. Ma vraie valeur résidait dans la lutte, la discipline, la résilience tranquille qu'ils avaient confondue avec de la soumission pendant toutes ces années. Les pas de Mark résonnèrent sur le parquet alors qu'il venait se tenir à côté de moi, enlaçant ma taille par derrière. Il posa son menton sur mon épaule, et nous regardâmes ensemble le jardin. Prête à rentrer à la maison? Demanda-t-il doucement. Et alors que je m'appuyais contre lui, regardant le jardin baigné de soleil qui était le nôtre, je savais que j'y étais déjà. La quête d'approbation était terminée. Je me l'étais enfin accordée à moi-même.